Blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing. Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Bénédicte et Laurent. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques petits mots à propos de vous ? Oui, salut. Moi c'est Laurent du coup. Je vais m'en tenir à la partie danse. Moi j'ai commencé l'indie en 2011. J'ai découvert ça à Bordeaux. Je prenais des cours de rock et de salsa à la fac et en fait en soirée rock qui était organisée tous les mois. Un jour j'ai vu un truc qui était différent. C'était du l'indie. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et du coup l'année suivante je m'y suis mis. J'étais étudiant en maths à l'époque. Je préparais la grecque de maths et en fait l'année suivante j'ai pris une année entière de report de stage après mes concours en fait parce que je voulais vraiment faire de la danse. À la base je voulais déjà en faire mon boulot, donc j'ai pris une année avec plein de festivals pour essayer de devenir pro. Spoiler alert, ça n'a pas marché à l'époque. Ouais, déjà, ouais, une année j'étais débutant en fait, alors j'ai appris énormément de choses. Mais ça a pas, sur le moment, ça n'a pas suffi. Donc je suis rentré dans l'éducation nationale en prof de maths. Et en parallèle, j'ai continué le Lindy Hop. J'ai découvert le blues 2 ans après, avec la même intensité. Donc vraiment, de danse, le but c'était de faire le plus de festivals possible, de sortir, de danser en parallèle de mon boulot. À l'époque, j'étais encore à Bordeaux et je suis arrivé du coup à Paris en 2014. À partir de 2016, j'ai commencé à enseigner avec les chatons swingers. Ouais, qui m'a copié à l'étrier de beaucoup de gens. Ouais, c'est vraiment une porte d'entrée incroyable pour les profs de Paris. Ils donnent leur chance à tout le monde et moi j'étais très très content parce que personne d'autre m'a proposé à l'époque. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Béné notamment. On est devenus partenaires en 2017, surtout en blues, mais on a enseigné aussi beaucoup de l'indie ensemble. Et en 2019, on a commencé à voir un petit peu plus grand, on a voulu faire notre école et on a aussi mis sur pied un grand festival de blues à Paris parce qu'il y en avait pas à l'époque, qui s'appelle le Paris Midnight Blues. Sur le bateau. Ouais, sur le bateau. Là, il sera dans 2 mois, au mois de mai cette année. Ça reprend enfin après 2 ans de pause, on est super contents. Ouais. Et aujourd'hui, on en est là, on a l'école, on a une centaine d'élèves en majorité en blues mais aussi un petit peu en lindy et on croise les doigts pour que ça continue de grandir et que ça marche. Yeah. Bénédicte. Ouais, du coup moi c'est Bénédicte. Laurent a pas mal parlé de ce qui s'est passé dernièrement. En gros, pour résumer, je veux dire qu'on est autant prof de lindy que de blues, que organisateur de soirées, de festivals. Donc on gère notre école, on enseigne à Paris, un peu à l'extérieur de Paris, on a enseigné en Belgique, on va enseigner en Espagne, enfin voilà. Moi avant j'étais graphiste et photographe. Voilà. C'est vrai. Les photos. Et j'étais déjà... Je vois les tiennes avec Michel. Private. Du coup, j'ai vu cette image. Pardon. C'est ça, c'est moi qui les ai faites. On en parlera si tu veux. Dans le jardin. C'est moi qui les ai faites. Et oui, voilà, c'est ouais, donc moi j'étais graphiste et photographe. En vrai, quand on me demande si j'ai quitté mon boulot pour la danse, je dis que vraiment, parce que c'est moi qui continue de faire la com de l'école et des événements. Donc en fait, moi je continue quand même mon taf. Voilà, que dire de plus pour me présenter ? Moi je danse depuis l'âge de 4 ans, j'ai fait beaucoup de danses différentes. Dans quel coin de France et de Navarre ? Alors moi j'étais dans les Deux-Sèvres, j'étais à Niort et j'ai appris avec une super prof qui s'appelle Valérie Serrano-Deschamps, qui est encore prof actuellement et qui m'a appris beaucoup de choses. Autant au niveau de la danse, j'ai fait beaucoup de danses différentes, parce que j'ai fait du classique, du jazz, du contemporain, de la danse russe. Ouais. J'ai fait des claquettes, et tout ça, c'était elle qui nous l'enseignait, parce qu'elle avait vraiment une formation de multidanse. Et elle continuait de se former en permanence en montant à Paris à quasiment chaque vacances. Et donc, elle m'a autant appris en danse que sur sa pédagogie.
parce que ça m'a toujours impressionné cette façon qu'elle avait d'être très exigeante tout en étant extrêmement bienveillante. Ouais. Et ce qui pouvait me manquer certainement beaucoup dans les écoles classiques à ce moment-là. Et c'est ce que moi j'essaye de reproduire le plus possible avec mes élèves maintenant. Donc je l'ai toujours un peu dans le coin de la tête quand j'enseigne. Donc, mais de toute façon, la pédagogie, c'est un petit peu ce qui nous a mis d'accord tout de suite, en fait. On a plein de désaccords, mais sur la pédagogie, on n'a pas tant de désaccords un gros que ça. accord. Je suis pas d'accord, on n'a pas tant de désaccords. Mais ouais, en fait, dès le début, vraiment, moi, du coup, j'ai démissionné de l'éducation nationale pour Groovit, mais j'ai passé 7 ans là-dedans, et donc on a une approche on a un parcours qui est différent, mais on a tous les deux vraiment axé très très vite sur la pédagogie, comment la faire évoluer, comment faire en sorte que ce soit vraiment le plus efficace possible et à la fois agréable pour les élèves, parce que c'est ce qui fait qu'ils reviennent, et c'est ce qui est aussi important pour avoir des danseurs qu'on met d'accord en fait sur les bases. Ouais. Donc il y a quelque chose de commun à tout le monde. Et ouais, notamment en fait en blues, sachant qu'on est depuis 2018, on a un petit peu relancé. Il y avait une scène de blues avant qui était un petit peu stagnante à Paris, et ce qu'on a voulu faire en fait, c'est vraiment faire décoller la scène, parce que vu le nombre de danseurs de Lindy Hop qu'il y a à Paris, on sait qu'il y a un énorme potentiel pour le blues. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Ouais, du coup, voilà, pour nous, les bases et la construction de la communauté blues, ça passe aussi par qu'est-ce qu'on met comme socle au blues, autant historiquement, culturellement, que dans la technique. En fait, on parle beaucoup de technique dans nos cours. Ouais. En fait, je crois qu'on est tous les deux très attachés au fait de vraiment d'allier ça, d'allier la bienveillance, la coolitude des cours, le côté fun des choses, mais avec l'exigence. En ayant fait beaucoup de danse, je me suis rendu compte que souvent, soit les profs étaient très exigeants, et je parle pas seulement dans l'indie, mais aussi dans l'indie, soit les profs étaient très exigeants et du coup parfois manquaient de bienveillance, soit il y avait beaucoup de bienveillance, mais du coup pas d'exigence. Beaucoup moins d'exigence, et moi je me sentais pas challengée. Et en fait, ayant eu cette prof pendant mes 15 premières années de danse, qui elle alliait parfaitement les deux, je savais que c'était possible. Donc et je pense que Laurent s'attache aussi beaucoup à ça. Donc, Avec cette prof à Niort, tu pratiquais donc du coup modern jazz, classique, contemporain, russe, claquette, Okay, j'ai fait 8-9 ans de claquette. Ouais. C'est marrant, j'ai découvert qu'il y avait du Lindy Hop à Niort assez récemment, avec les groupes Facebook, quand pour le podcast je cherchais tous les groupes possibles. Pour avec Laure et Louis, qui étaient des anciens Parisiens, et qui, quand ils ont déménagé à Niort, ont monté Uba Swing, et avec un super festival. Oui, carrément. Super festival Uba Swing. Mais attends, t'as dit Laure et Louis. Ah non, alors je confonds deux couples, mais ouais. Je crois que je les ai peut-être rencontrés quand même au Summer Ils sont Camp. dans tous les festivals. Oui, c'est possible, ils sortent beaucoup. Au Nuit beaucoup. Swing, on les a vus beaucoup. En fait, il y en a pas mal sur Paris. Au Lindy Shock. Mais là, pour moi, c'était l'occasion de me dire, bon, s'il y a du Lindy Hop à Niort, bon, ça y est, c'est bon, c'est gagné, quoi. Ouais. Il y en a partout, quoi. Ouais, parce que Niort, c'est un peu, dans la cartographie française, c'est petit. Ouais, c'est pas très grand. Mais, oui, il y a de plus en plus de petites villes où ça développe, où ça mais développe une mais scène. surtout que c'est un bon, pour le coup, moi je trouve ça très cool qu'il y ait du swing à Niort, parce que c'est un peu une au milieu de plein de choses, c'est-à-dire que c'est facile de faire venir les gens de Poitiers, de La Rochelle, de Limoges, même de Nantes, de Tours. En fait, c'est une ville qui est super bien située pour faire des choses, et je pense que c'est pour ça que le festival Uba Swing a marché très rapidement et est devenu très gros très rapidement, parce qu'ils peuvent ramener des gens de la région. Du Grand Ouest. Mais de toute façon, dans l'Ouest, dans le centre, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de réseaux qui s'installent. En gros, comme il y a de plus en plus de petites villes comme ça qui se lancent, en fait, ça marche un petit peu comme en Belgique. La scène en Belgique, si tu regardes les villes, elles sont pas énormes.
Mais par contre, en fait, les Belges, ils sont incroyables parce qu'ils sont prêts à bouger. Bon, tout est à 1 heure ou 2 heures de voiture. C'est pas faux. Ça facilite. Et en fait, quand tu vois un festival en Belgique, il y a, je vais pas dire toute la Belgique, mais il y a énormément de monde qui se connaissent tous. Et les festivals, même les soirées, des fois, en fait, une soirée le samedi qui paraît basique. Nous, à Paris, on a quasiment que des Parisiens. Et en fait, il y a toute la Belgique qui va se réunir dans une ville. Et du coup, c'est un petit peu pareil à cette échelle en France, parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de tout le pays, c'est un petit peu trop grand. Mais dans la région, ça bouge. Parce que c'est pareil à Rennes, c'est pareil à Tours, il y a Orléans, en fait. En fait, il n'y a que les Parisiens où nous, on est obligés, en tant qu'organisateurs, de se poser la question de est-ce qu'ils vont passer le périph' si on organise une soirée à Montreuil, à Saint-Ouen, à Pantin. Mais c'est des problématiques que je découvre, en fait. Mais effectivement, suivant où tu es situé dans Paris, certains événements, s'ils sont à l'autre bout, c'est à prendre en considération. Parce que des fois, tu as 1 heure, 1 heure et demie, soit de transport en commun, soit par tes propres moyens. Et ça peut peser dans la balance suivant le lendemain. Le fait qu'ils réfléchissent et qu'ils hésitent aussi, et ça, c'est quand même cool à Paris. C'est que maintenant, quasiment tous les soirs de la semaine, il y a quelque chose. Et des fois, il y a des week-ends où il y a plusieurs soirées en même temps. Donc en fait, ils se permettent aussi d'hésiter quand il y a 1h30 de route. Parce que de toute façon, et ça, on est super content que ça soit le cas, c'est que des soirées, il y en a toujours. Quoi. Il y en a... Mais c'est vrai qu'en tant qu'orga, la question se pose quand même. Parce que la soirée qu'on a organisée à Saint-Ouen, à l'ancien musée Pierre Cardin, au mois de novembre, on s'est quand même posé la question de Saint-Ouen. Est-ce que les Parisiens vont y aller ? On avait besoin de 300 personnes pour que ce soit rentable. Wow. Donc il fallait qu'on soit sûr de les faire bouger. Ouais, puis on s'est aussi dit, les nuits swing qui sont aux Zingaro, un petit peu au nord-est de Paris, il y a eu des soirées à 900 personnes. Donc ils sont pas si réticents que ça à bouger non plus. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, je crois, j'ai cru voir que ça allait probablement reprendre. Parce qu'il y a un logo qui a changé sur Hugo nous fait ça à la Daft Punk un peu. C'est un peu énigmatique, champion de com et tout. On essaye de lui soutirer des informations parce qu'on le voit de temps en temps. Mais... C'est vrai, il sera prochainement sous le micro un de ces jours, je pense. Je pense qu'il a plein de trucs à sûr, dire. Cool. On en avait déjà parlé avec lui. Il faut juste qu'on cale le truc. Et du coup, je lui retirais les infos directement. Bon, mais c'est chouette tout ça. Puis ce qui vaut ma venue aussi, c'est que vous avez vraiment beaucoup de casquettes. Et c'est toujours intéressant de pouvoir discuter de danse, de communauté, de scène, etc. Mais aussi, effectivement, quand on bascule, moi ce que j'aime appeler de l'autre côté en fait, dès qu'on met les mains dans le moteur et le côté obscur et les parties qui sont pas forcément marrantes, toute l'organisation, comment faire grandir une communauté, comment trouver sa place dans une scène qui existe déjà. Comment ça s'est passé pour vous au moment de créer Groove It? Est-ce que moi la lecture que j'en ai, c'est que vous avez su trouver votre place plus ou moins grâce au blues? Est-ce que c'est un peu par là que clairement. Ça s'est fait? En fait, c'est ça, on a fait le constat. Nous, on adore le blues. Enfin, moi, depuis 2013, je hiérarchise pas en fait entre le blues et l'indie. J'ai envie de renoncer à aucun des deux. J'adore les deux. Bénédicte, ça a commencé en 2016 ou 2017, mais c'est pareil. Le blues, c'est à peu près ça. Et on a quand même fait le constat qu'il y avait assez peu de choses à Paris. Et qui avait un énorme potentiel. On avait vraiment un boulevard devant nous. Donc on a un petit peu enseigné chez les Chatons. On a ouvert les premiers cours de blues réguliers depuis un petit moment, en 2017. Sur une année, parce qu'il y a eu Élise et Ritz qui ont enseigné en trimestre ou en semestre. Chez Brother Swing. La même année, je crois. Et d'ailleurs, ils ont fait un très beau geste qui était comme les cours se sont arrêtés avec eux, en fait. Ils ont recommandé tout simplement à leurs élèves de venir chez nous qui continuons les cours. Donc ça a un petit peu fédéré un groupe de danseurs qui sont vraiment à fond. Hein. Il y en a encore parmi nos élèves aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on voulait clairement, c'était faire grandir ça. Donc on
a ouvert un deuxième niveau, puis on a créé Groove It, parce qu'on avait vu qu'il y avait vraiment un créneau à prendre et que les gens ils étaient en demande de plus en plus. On a fait des petits ateliers. On a fait des petits événements. Qu'on appelle Boost. Après, il y a plusieurs formats aujourd'hui, mais des week-ends de 2 fois 4 heures. Ouais. En fait, où le ça but, marche bien, ça, non ça marche bien. C'est cool. Il y a de plus en plus de gens qui le font d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, des trucs assez intensifs, où soit on fait venir des couples de l'extérieur, des têtes d'affiche, parce qu'on sait que ça ramène beaucoup de monde, et on l'a fait aussi pas mal avec nous, parce qu'on sait qu'il y a quand même essentiellement un public parisien, et qu'en blues, les gens commencent un petit peu à nous connaître, sur Paris au moins. Et ça se remplit bien, c'est intensif, ça motive les gens, on rajoute de la pratique. Et les gens sont assez friands de ça, donc on cherche toujours à le développer plus, quoi. Ouais. Je pense que notre premier constat aussi dans le blues, ça a été de nous dire qu'on en avait marre d'être obligés de bouger en permanence pour pouvoir danser le blues, alors qu'on habitait dans la capitale parisienne. Ouais. Enfin, c'est quand même super. On se disait à Paris, comment c'est possible qu'on ne puisse pas danser le blues, que la piste se vide à chaque rare blues ou super fast, ça se vide. Voilà, et du coup on s'est dit qu'il fallait quand même développer ça. Il y a Rids qui a essayé de continuer depuis des années avec le Backdoor to Blues qui avait lieu le week-end dernier, en se disant je vais amener les Lindy Hopper à danser le blues, et jusqu'à il y a encore 2 ans, ce qui était assez fabuleux quand même, c'est assez ironique ce que je dis, c'est que pour un festival qui s'appelle le Backdoor to Blues, où il y avait une journée Lindy, une journée blues, si on avait le malheur de mettre de la musique blues avant minuit, les gens râlaient, alors que c'est un festival de blues. Donc voilà. C'est génial ça. Aujourd'hui, ils sont en demande. Aujourd'hui, la piste ne désemplit pas et les gens sont contents de danser le blues. Mais il y a encore 2-3 ans, 3 ans je pense, parce qu'il y a eu 2 années de Covid quand même entre-temps, c'était vraiment, si au Backdoor, le blues arrivait avant minuit, les danseurs de Lindy étaient pas contents. Donc Rids a réussi à continuer malgré tout. Et moi, c'est grâce à lui que réellement j'ai découvert le blues. Et aussi grâce à Laurent. C'est Laurent qui m'a donné ma première initiation de blues, soyons honnêtes. Et du coup, je pense que c'est ce truc-là, de se dire on est à Paris, pourquoi on peut pas danser le blues à Paris ? Donc amenons le blues à Paris. J'ai le même truc avec le balboa, il y en a un petit peu, mais c'est pas pour la capitale, c'est pas ouf quoi. Et effectivement, quand on est mordu de ce truc-là, on est souvent amené à aller ailleurs, alors qu'il pourrait y avoir de grandes choses. Il y a des trucs, je dis pas, il y a des couples qui enseignent régulièrement, mais ne serait-ce que ça, il y a 2-3 couples maximum, et bon, c'est pas beaucoup pour la capitale. C'est ça. Et le Lindy Hop était dans la même situation il y a un peu plus de 10 ans à Paris. C'est-à-dire il y a beaucoup de scènes c'est mystérieux, je sais pas pourquoi, mais qui se sont développées bien avant Paris. Et maintenant, je pense qu'en tant que quantité, c'est la plus grosse communauté de France, en nombre de danseurs en tout cas. Et du coup, nous on fait le pari que ça va être pareil en blues, quoi. Ouais, ouf. On fait ce pari. Pour l'instant, vous diriez que c'est laquelle communauté française de plus développée en blues ? Si ce n'est pas encore Paris. Très bonne question. Pour moi, en fait, déjà historiquement, c'est Toulouse. Ouais, ça a commencé, genre Anne-Hélène et Bernard, ils ont commencé. C'est eux, visiblement, c'est eux qui ont entre guillemets introduit le blues en France, qui ont commencé. Mais la scène a diminué à Toulouse. En fait, ils ont eu des hauts et des bas, comme maintenant ils travaillent plus vraiment pour Studio Hop. En fait, ils l'ont cédé à Jean-Philippe. Et ils sont allés s'installer au Vert dans le Gers. On aimerait bien y aller à l'occasion, ça a l'air plutôt cool. Il suffit de s'inscrire à leur newsletter et il y a plein de propositions. Ils font pas mal de choses, c'est assez chouette. Mais c'est eux qui ont développé la plus grosse scène blues, je pense, à un moment. À Rennes aussi, pareil, c'est fluctuant, mais il y a eu, là ça se relance pas mal avec Nico et Lina. Oui,
je sais que Grenoble, quand il y avait Fabien et Elisa, ça a été très très dynamique. Ouais. Je pense que de toute façon, aussi, un peu, hein. Strasbourg, Et... ils ont un festival qui est énorme. Strasbourg, le Blue Spot, c'est chouette. Et puis Rija et Elise, vous les avez mentionnés, mais en fait j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des têtes de gondole du blues en France. Il y a moyen. Ouais. Et vous avez... est-ce que vous aviez connu Steven Mitchell? Oui. Moi non. Qui est totalement cancel, hein, on le rappelle, et pour de bonnes raisons. Oui, mais on ne cautionne pas du tout. Mais on lui doit l'apport du blues en Europe et probablement une grande partie du fait que le Lindy Hop ait repris son envol au milieu des années 80. Et oui, il était souvent venu au Summer Camp. Moi, je l'ai rencontré, en fait, mes premiers Summer Camp, là, on s'est rencontrés. Ouais. Les semaines blues, en fait, il y était presque systématiquement. Ah oui, c'est vrai, voilà. Et en fait, oui, Anne-Hélène et Bernard, ils avaient fait appel à lui, je crois, à l'origine, pour se former. Pour se former en blues, ouais. Il m'avait confié que ça avait complètement rebattu les cartes de leur vision de la danse et il a fallu qu'ils recommencent tout à zéro dans leur mentalité, dans leur approche et tout. Et que ça avait, il y avait un avant-après, quoi. Donc, vraiment important comme personnage pour cette danse, et uniquement pour ça. Non, mais ça, de façon générale, re-questionner ces conceptions de la danse, bon, c'est toujours fait d'une façon ou d'une autre par les débats publics, mais je pense que c'est important, c'est un boulot important à faire soi-même aussi, d'une part pour le côté culturel historique et d'autre part pour soi-même, en fait, pour le plus la technique et la pratique de la danse. C'est-à-dire qu'on a toujours des phases quand on découvre une danse, quand on apprend une danse. Ça fait vraiment une courbe où au début on progresse super vite, après il y a un moment on sait pas trop ce qui se passe, on a l'impression de régresser parce qu'on voit un petit peu l'étendue de tout ce qu'on pourrait ou qu'on devrait savoir, comprendre, connaître. On a l'impression que tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on pensait savoir avant est faux, donc ça fait, il y a toujours des fluctuations, mais en fait ça veut surtout dire, et moi c'est ça que je trouve cool, c'est que on a toujours des choses à apprendre à n'importe quel niveau. Nous, voilà, hier, on est allé bosser avec Hugo Marty. On a passé 2 heures sur nos swing out en fast. Et en fait, on sait qu'on améliorera nos swing out toute notre vie. Surtout lui, le swing out, c'est génial comme mouvement. Parce que... Et ça, élève ou prof, quelle que soit l'expérience, je pense que c'est un truc qui est hyper important de ne pas oublier. Et d'ailleurs, c'est là, c'est toujours un statut un petit peu bizarre quand on est prof, mais on nous regarde bizarrement des fois quand on s'inscrit comme élève dans des festivals. Ouais, mais en fait, moi je pars du principe qu'on a toujours à apprendre des autres. On peut avoir le niveau qu'on veut, on peut être au sommet de la popularité et du crédit que vous accordent les autres dans une danse, être considéré comme les meilleurs. En fait, tu vas dans le cours de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il aura une vision différente, il aura peut-être des choses intéressantes, une approche que toi t'avais pas, et donc en gros on peut pas simplement hiérarchiser en disant meilleur moins bon, le meilleur apprend au moins bon, quoi. Et puis il y a autre chose, moi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au sujet de ma prof quand je disais qu'elle continuait de se former à chaque vacances en venant à Paris. Je pense que de continuer à se former avec de nouvelles personnes, ça ouvre des perspectives. Et puis, moi, je pars du principe que ce qui fait qu'on devient vraiment très bon, c'est parce que on a des bases impeccables. Et en fait, il faut toujours revenir en arrière, je pense, pour vraiment clarifier ces bases. Et moi, je sais que je faisais déjà ça en danse classique, c'est-à-dire qu'à 14 ou 15 ans, je venais 1h30 avant et j'allais au cours des gamines de 6 ans qui apprenaient les postures. Ouais. Et en fait, je les apprenais pas de la même façon qu'elles, je les apprenais pas, je les découvrais pas, mais par contre, ça me permettait de repositionner certaines choses, de reclarifier certaines choses et de me rendre compte que des choses que j'avais apprises en permanence, que ma prof m'avait réexpliqué, m'avait dites pendant des années,
en fait, j'avais pas été capable de les entendre et de les appliquer à cet âge-là. Et qu'en revenant dessus, c'est à ce moment-là qu'il y a des déclics. Et des déclics de ce type, j'en ai eu des tonnes en swing ou en blues. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire aux élèves des fois, ça sert à rien de brûler les étapes, il vaut même mieux revenir parfois sur les bases. Puis dans l'apprentissage, dans les apprentissages de manière générale, il y a une fonction, pas une fonction, mais une notion de répétition du travail. Tu le refais pour que ce soit un moment acquis ou un peu acquis ou totalement acquis, mais c'est pas juste en faisant une fois un kick the dog qu'on se sent confiant sur son kick the dog. Il va falloir en bouffer du kick the dog. Surtout pour être... ça s'oublie en fait. Ça s'oublie et on se remémore systématiquement des choses, et à chaque fois qu'on se les remémore, on les aborde un petit peu différemment. Parce que tu as eu un processus qui est fait. Il y a vraiment ce truc-là de l'apprentissage. Enfin, quand on est dans l'apprentissage, on nous dit beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on est capable d'assimiler à un moment donné, et il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Et à ce sujet-là, j'avais une petite anecdote. C'est à Christmas Swing en 2019, je crois. On était inscrits au niveau avancé. On était avec certains de nos élèves en cours. Et on avait Alice et Felipe et qui nous ont fait faire des moves. Je t'avoue que je me souviens absolument pas de ce qu'on a fait, et c'est pas du tout ce sur quoi je me suis focalisée pendant le cours, parce que j'arrivais à les suivre. Et à un moment donné, Alice a eu une phrase sur le rebond et sur le basique. Et il y a un truc qui a tilté dans ma tête. Et je suis allée la voir à la fin du cours et je lui ai dit, écoute Alice, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout par rapport au cours en lui-même, mais sur cette phrase-là, sur le rebond et la manière de faire le basique. Et elle me répond en me disant, je suis contente que tu viennes me voir pour me parler de ça, parce que hier soir sur ta finale, c'est justement à cause de ça que je t'ai moins bien classée. Et donc elle m'explique ce truc-là, elle me le remontre, et en fait pendant qu'elle me le montrait, j'ai eu un nouveau flash et je me suis rendu compte qu'elle me l'avait dit 3 ans plus tôt à Crêpe Swing. Et qu'en fait à ce moment-là je commençais juste, ça faisait 1 an et demi que je dansais, et qu'en fait j'étais absolument pas capable de l'entendre. Donc ça a vraiment été d'un coup, j'ai fait genre ce truc sur le basique et sur le rebond, j'ai eu vraiment besoin qu'on me le dise, et c'est un truc qu'elle m'avait dit au tout début, j'étais pas du tout capable de l'entendre. Moi je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire qu'on n'est pas, c'est pas le bon moment encore, on n'est pas prêt pour ça. C'est ça, on n'est pas prêt pour ça. On a tous, à force de bouffer le truc, de répéter, de se nourrir de ça, un moment il y a une forme de déclic, tout simplement parce que ça y est, on a assimilé suffisamment d'éléments pour que on puisse absorber complètement ce contenu. Et ça rejoint ce que tu disais aussi, Laurent, c'est que c'est toujours bon de reparcourir des cours où on ne s'attend pas. Moi aussi, j'ai vécu ces trucs-là. On y picore toujours quelque chose. Et en plus, moi, j'y trouve un avantage, c'est que quand ça m'est arrivé, je vais dans ces cours-là avec plus de confiance. Je suis plus sur mes steps, d'avoir fait un step de côté, justement, de me dire, tiens, normalement on m'attendrait dans un niveau avancé plus, je sais pas quoi, puis je vais en inter plus, quoi. Et t'as la possibilité de bosser des choses que t'avais pas bossé parce que t'étais focus sur la base. Ça laisse de l'espace et ça te permet de digérer. Des fois, alors c'est cool aussi de toujours découvrir du nouveau matériel, de la nouveauté, machin, mais souvent on n'a pas le temps de digérer, surtout quand on est dans une époque où on enchaîne les stages. Là, tu sais ce que tu disais, t'as ascendante où ça y est, tu découvres ce monde-là, et puis tu bouffes tous les stages et tout, et puis tu te surprends 10 ans après à reprendre les stages de ton année 2 ou 3, parce que en fait tu te rends compte que tu l'avais vu et que ça t'avait volé au-dessus, quoi. Oui, on a constaté un truc à plusieurs reprises. C'est que quand on donne des cours réguliers, on cherche toujours à donner du nouveau matériel, un peu avec la peur que on l'a déjà fait, ou que les élèves s'ennuient. Et en fait, plus on écoute nos élèves, et plus on se rend compte que eux-mêmes, ils sont souvent en demande de refaire des choses qu'on a déjà faites, parce que ils l'ont vu. Mais déjà d'une, on sait bien que tout le monde pratique pas régulièrement ce qui a été fait en cours. Enfin, c'est pas un boulot à plein temps, mais c'est exigeant quand même, hein. Tout le monde peut pas pratiquer toutes les semaines, et que en plus ce
que quand tu as laissé un peu le cerveau reposer sur un truc, même si tu n'y as pas pensé, et que tu le réabordes, mais avec une approche qui est complètement différente. Et puis pour les leaders, pour que ça s'ancre aussi, parce que je pense qu'un move que tu as appris mais que tu n'as jamais eu l'occasion de danser ou de refaire, il te vient pas naturellement dans la danse en fait. Donc de temps en temps, je pense que surtout en blues, je pense que nous, ils sont encore plus en demande parce qu'il n'y a pas encore énormément moyen de pratiquer et de sortir. De plus en plus quand même. De plus en plus, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que si tu changes en permanence, c'est vrai qu'on a un peu ce défaut-là de donner beaucoup de moves tout, mais on l'a tous, je pense, en tant que prof. On l'a tous fait, même, enfin, et puis alors, moi, je me souviens mes dernières années d'enseignement à Aix, avec Alice, on donnait tous les cours, on se challengeait pour donner du nouveau matériel et tout, on était trop fiers de nous, tu vois, parce que du coup, tu avais la sensation de te dire « Ah, j'ai bien fait mon travail de prof, d'apporter tout le temps de la nourriture sur la table, quoi ». Et comme tu dis, ils n'avaient même pas eu le temps de finir le repas précédent, quoi. Et quand on en a pris conscience, on s'est calmé. L'année d'après, c'était la meilleure, c'était la dernière année de l'assaut, c'était la meilleure année en termes de curseur sur ce que tu amènes, sur ce que tu fais digérer. Et on avait bien positionné le curseur, justement en n'allant pas trop vite, en n'apportant pas forcément trop de trucs. Ça, c'est aussi un des intérêts, justement. Je vais revenir sur le fait de continuer à prendre des cours quand on est prof. C'est tout simplement, même si on revoit la même chose sur le plan de la pédagogie, il y a autant de façons de faire qu'il y a de profs sur Terre, en fait. Et moi, ce que j'adore, des fois, je m'en fiche, en fait, de refaire un hip catch. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un peu le basique du blues. Le swing out du blues, on va dire. Donc nous on le fait, on l'aborde 4 fois dans l'année avec nos débutants et puis à peu près autant chaque année qui suit avec des variations, avec des points techniques, mais le fait de voir quelqu'un d'autre l'enseigner, ça va toujours, t'es sûr que ça va te rajouter une approche ou un petit point technique, un truc auquel t'avais pas pensé. Autre truc intéressant, c'est que quand t'es dans le cours, il y a aussi les élèves autour de toi qui posent des questions, dont certaines que tu n'as jamais entendues ou que tu t'es jamais posées. Et ça, c'est super en fait de voir que les gens ils se posent des questions que toi tu t'étais pas posées. Toi, ton taf en tant que prof, c'est d'essayer de trouver ces réponses en fait, de te faire une espèce de dictionnaire de qu'est-ce qu'il peut y avoir à savoir là-dessus. Pour nous, ça nous donne du recul, ça fait vraiment grandir un peu notre vision de ce qu'on enseigne. Et derrière, ça nous permet aussi de reconstruire la façon d'expliquer les choses, même si on ne parle pas de tout ce qui a été, de tout ce dont il y aurait besoin de parler. En fait, on l'a en tête et on l'aborde complètement différemment grâce à ça, quoi. Ouais. J'ai même englobé le truc encore plus, c'est que je pense que le fait d'avoir de multiples casquettes, d'être prof, élève, organisateur, ça nous permet de continuer d'avoir en permanence les différentes visions. Et par exemple, je sais qu'en tant qu'orga, ça nous a beaucoup aidé de continuer, nous, à faire des stages en tant que festivalier et à faire des stages en tant que prof, parce que du coup, en tant qu'orga, tu te rends compte de ce dont les profs ont besoin, c'est-à-dire que là, on est en train de se casser la tête sur le planning, parce qu'il faut que les profs ils aient de quoi se reposer, ils aient de quoi manger, il leur faut un hébergement convenable pour pouvoir se reposer. Il faut que les élèves soient contents et suffisamment d'heures. Il faut que, et je pense que quand on continue de prendre des cours, de faire des stages en tant qu'élève et tout ça, ça nous aide autant en tant qu'orga qu'en tant qu'enseignant. En fait, toutes les casquettes sont hyper intéressantes à avoir et aident les autres phases de notre... C'est très pragmatique, mais ça permet aussi de repérer les personnes qui pourraient être bénéfiques pour ta communauté aussi. Ou qui sont... de repérer les personnes qui sont vraiment pros, ou en tout cas qui ont une attitude pro, parce que des fois ils sont pas, c'est pas ce qui remplit leur frigo, mais en fait aussi. Ils bossent mieux que des gens pros des fois qui eux sont en fait tricards parce que tu les vois faire et tu fais ils sont très bons mais non. On a repéré ça, alors c'est peut-être pas de ça que tu parlais, mais moi ça me fait écho un petit peu à la question du bénévolat.
on s'est rendu compte que très souvent, alors l'organisation du bénévolat dans un événement, c'est compliqué. C'est un des trucs les plus compliqués, je pense, à mettre en place. Parce que c'est des gens qui sont extérieurs, qui s'engagent. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a plein de gens qui s'engagent au moment des inscriptions, c'est-à-dire des fois c'est 6 mois, 9 mois avant. Et au final, le jour J, il n'y a plus personne, ou il y a un empêchement. Ouais. Et par contre, on a été incroyablement surpris, mais à chaque fois, de un peu la capacité, de la spontanéité des gens à vouloir nous aider. Ce qui fait qu'on en est presque à se dire, et c'est ce qu'on fait cette année, c'est que le bénévolat, en fait, ça va se mettre en place en partie sur de l'improvisation. Alors évidemment, il faut une base, mais on sait déjà que quand on organise quelque chose, il va y avoir des gens qui vont se proposer d'aider sur le moment. Et en vrai, je pense que c'est ces gens-là qui sont les plus précieux, les plus efficaces. Ouais. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais au sujet justement, je pense, des profs et de la communauté et tout ça, nous, ça c'est un truc pour les boosts notamment, ou pour le Paris Midnight Blues, c'est pareil, on a toujours énormément attaché d'importance à qui sont les profs humainement, et on donnera pas de nom, mais on a un peu notre blacklist aussi, de gens, de gens qu'on a. Puis on a notre top list. Et on a notre top list, et effectivement, on préfère faire venir des personnes qui sont peut-être à la base moins visibles, moins bankable, mais qui font venir les élèves par leur bienveillance, par leur pédagogie. Je pense notamment un des premiers couples qu'on a fait venir, d'ailleurs ils en ont parlé dans leur Blabla Swing, c'est Eau des Pommes, qu'on a fait venir pour le balboa. Alors nous on dansait pas du tout le balboa. On a pris les cours, d'ailleurs. On a pris les cours. Ouais. C'est le premier boost réellement qu'on a organisé dans cette formation-là, c'est-à-dire cours intensifs plus pratiques et tout ça. Eau des Pommes ne sont pas les danseurs qu'on voit le plus sur la scène, et pourtant les gens nous demandent encore même quand est-ce qu'on va les faire revenir. Donc on les fera revenir parce que cool, c'est des personnes qui sont adorables, qui sont hyper professionnelles. C'est très agréable de travailler avec eux, c'est très agréable de prendre leurs cours. Et en même fait, d'échanger avec eux humainement. C'est des amis, quoi. Et du coup, c'est vrai que nous, pour Groovy, on a vraiment cette philosophie-là de dire on ne fait pas forcément venir les plus grands, mais on fait venir les gens avec qui on aime réellement travailler, et la plupart sont vraiment devenus des potes en plus, parce que Cédric et Caro, Fabien, Lisa, c'est des gens qui sont vraiment devenus des potes, et parce qu'en travaillant avec eux, on a développé une complicité qui est vraiment chouette, parce que ce sont tous des gens adorables, faciles, très faciles, et très pros. C'est ça. On a toujours des super retours des élèves. Très cool et très pro. Donc, ouais. Et ça, c'est le top. Qu'est-ce que tu veux forcément, c'est top list. Forcément. Et souvent, c'est des gens qui misent un petit peu moins sur la com, le marketing, sur l'image. Du coup, en fait, nous, on fait le pari plutôt que de mettre tout le temps en tête d'affiche des gens qui font rêver parce que tout le monde les connaît. Justement, ces personnes-là, en disant essayez, vous verrez. Il faut quand même rêver, mais pas de la même manière. En fait, au bout d'un moment, ils ont aussi leur réputation de prof et de danseur grâce à ça. Ouais. Et ça, c'est des valeurs qui sont super importantes pour nous, pas juste le fait d'être classe, de bien danser. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, c'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est quand même la pédagogie, et du coup cette bienveillance dans le côté très professionnel. C'est-à-dire que c'est plus important que des gens qui savent très très bien danser, mais qui vont juste montrer les mouvements et vont pas savoir les expliquer, vont partir du principe qu'il suffit de suivre. Marche crève. Ouais, c'est un peu ça. On en a eu des cours comme ça. Je pense qu'on en a tous eu des cours avec des profs. C'est la bonne vieille méthode classique. Donc nous, on cherche nos profs en fonction de ça, en fonction de leur de ce qu'ils amènent aussi humainement. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, on continue de faire des stages.
Parce qu'on va les chercher. On va découvrir des profs. Mais on n'y va pas comme recruteur, mais ce qu'on disait tout à l'heure, ça rentre en compte. Moi, par exemple, petite anecdote perso, je crois l'avoir déjà livrée, mais je suis pas sûr, je deviens vieux, je sais plus ce que je raconte. Nils et Bianca, c'est les têtes de gondole qui brillent de mille feux depuis 3 ans, quoi. Tout le monde les veut, etc. Ils viennent là, rien que cette année à Paris, ils seront là 2-3 fois. Et il y a 2-3 ans à Erang, le dernier Hareng qui a eu lieu, il se dit enseigner. Et j'étais parti avec l'a priori, j'étais persuadé, ils sont jeunes. Ils sont super balèzes dans tout ce qu'ils font. Ils savent aller vite. Ils savent faire des accros de dingo. Ils gagnent toutes les compètes auxquelles ils participent. Ok. Bon, mais par contre, je suis certain que c'est des profs de naze. Bingo, pas du tout. Ils sont aussi top là-dedans. Et je fais, mais non, c'est pas possible. Ils ont tout le panel. C'est énervant, il y en a qui cumulent. Mais ils ont tout pour eux, quoi. C'est hyper bonne ambiance dans leurs cours et en étant exigeant. Et en réussissant à pas avoir ce truc marche ou crève. Non, c'était super cool. Et vraiment, du coup, ils méritent vraiment leur succès un petit peu partout, quoi. Et puis, ça permet aussi de découvrir donc, les profs qui conviendraient bien avec ceux avec qui ça va le faire et tout, mais aussi les musiciens. Les musiciens, très important, les musiciens. Alors en blues, quand vous organisez des trucs, est-ce que je vois que vous cherchez parfois un guitariste et un micro, ça peut le faire. Ça peut. Et des fois, des orchestres plus complets. Ouais. Mais alors, c'est une longue histoire parce qu'à Paris, en fait, on a presque orchestré un petit peu la création de groupes. On n'a pas presque, on a orchestré. Parce que à la base, il y avait entre guillemets rien. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, un guitariste ou guitare harmonica, ça peut suffire. Donc, sur ces bases-là, il y avait déjà du monde. Parce qu'il y avait donc Lucas Montagnier qu'on fait venir régulièrement, qui joue parfois seul avec sa guitare. Et David Chalumeau qui joue de l'harmonica et qui est accompagné généralement d'un guitariste. Alors ça change en fonction de qui est dispo. Mais après, ça suffisait pas pour le Paris Midnight Blues. Au niveau des groupes, en fait on a demandé à Antoine Bonvoisin qui est le leader des Jacks and Jills. Avec qui on travaillait régulièrement au moment, quand on était chez les Chatons. Et donc on connaissait pas mal Antoine et on lui a dit on aimerait faire grossir la communauté blues, on organise un festival, est-ce que tu as envie de jouer du blues, est-ce que tu penses que c'est possible? Et en lui donnant des contraintes financières parce qu'on lançait le truc, qu'on n'avait aucune idée de est-ce que ça fonctionnera ou pas. Ça, c'est toujours le cas. Voilà. Et du coup, il a monté un groupe spécifique, un trio spécifique pour le Paris Midnight Blues. Donc, ils ont joué pour la première fois au Paris Midnight Blues 2019. Donc, c'était gros challenge et nous, on leur a fait entièrement confiance. On n'avait jamais entendu ce qu'ils allaient nous jouer. Donc, vraiment... C'était une vraie confiance on a extrêmement confiance dans les musiciens parisiens qu'on côtoie. On a donné quelques pistes de sur quoi on danse en fait et qu'est-ce que les danseurs de blues recherchent. C'est un taf que je souligne, je trouve incroyablement dur et que j'admire chez certains musiciens parce que les musiciens et les musiciens pour danseurs c'est pas du tout les mêmes enjeux pour eux. T'en as interviewé dans Blabla Swing qui disait complètement ça, c'est pas du tout la même chose. Il y a des contraintes. Quand on connaît pas, on s'en rend pas compte. Et nous, ce qu'on garde en fait, et ce qu'on apprécie, c'est ceux qui sont justement capables de faire danser les gens, de faire kiffer les gens. Et typiquement, Lucas Montagnier, dès la première fois, en fait, on a été impressionnés, on a été vraiment séduits. Parce que déjà d'une, il avait un gros répertoire blues, mais il en jouait plus vraiment au moment où on a fait appel à lui. On lui a donné un cahier des charges. Le mec s'est pointé, on l'avait même pas rencontré physiquement. C'était Antoine Bonvoisin qui nous avait recommandé un petit peu vu sur YouTube ce qu'il faisait, mais c'était très vieux, c'est des vidéos de 2009, quoi. Enfin, quand il était jeuneau. Et en fait, c'est passé crème, mais c'était exactement ce qu'on voulait. Et les gens étaient séduits autant que nous.
on était vraiment estomaqués. Et alors là, récemment, ils ont créé un trio avec donc Lucas, Jocelyn et Pascal, qui est un batteur. Pascal Mucci, ouais. En fait, Du coup, ça donne il y a des formations qui se sont créées. batteur, guitare, Contrebasse. Guitare, contrebasse. Ouais. Ambiance de dingue. Ouais. Et en fait, là, je crois que le Covid a fait que les musiciens ont fait beaucoup de jam. Oui. Et du coup, il y a en plus des groupes supplémentaires qui se sont créés, il y a des choses. Et donc, Lucas nous a dit j'aimerais bien monter un trio, est-ce que ça peut le faire pour vous? La communauté grossissant, vite grossissant, on a dit ok, on a un peu plus d'argent, on peut tester. Et du coup, il jouait dans le trio, il y avait Jocelyn Prudhomme, qui fait partie des Jacks et qui fait partie de cette formation de trio des Blues Azou créée pour le premier Paris Midnight Blues. Donc voilà, ils jouent les uns avec les autres et c'est hyper cool en fait de voir ce qui se passe. Et c'est pareil, le dernier Speakeasy, ils ont joué leur nouvelle formation. On les avait jamais entendus. C'était la folie, mais vraiment. Et pour le Paris Midnight Blues, et pour le Paris Midnight Blues, on refait un gros pari. On a toujours pas annoncé les groupes, mais on refait un gros pari parce que ça va être plus ou moins les mêmes, mais on a encore des nouvelles formations avec des musiciens dans lesquels on a entièrement confiance, mais qu'on n'a jamais écouté. Vas-y, annonce, ça va être le premier en truc. gros, on est assez potes avec Bastien Brison des Hot Garbage, pianiste. Oui. Et du coup, en gros, on lui a demandé s'il y avait moyen de faire une formation blues avec des musiciens de Hot Sugar, parce que ou pas, d'ailleurs, je suis pas sûre. Ils seront pas 8 en tout cas. Et alors ça, c'était notre petit caprice. On voulait c'était surtout le mien. Avoir Nicole Rochelle. Non, mais moi, je suis très content de voir Nicole Rochelle aussi. Hein. J'avoue, on a demandé. J'ai écrit à Bastien en lui disant. J'ai très 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 envie d'avoir Nicole Rochelle qui vient. Et elle a dit oui. Et Bastien nous a répondu le lendemain en nous disant Nicole est dispo. Donc voilà. Putain, vous balancez du lourd là. Vous voulez vraiment que je publie l'épisode juste demain là, mais il faut du temps là. Ouais, c'est super chouette, c'est génial. Donc voilà, donc c'est un peu. Et encore une fois, on n'aura pas entendu leur répertoire avant. On n'aura pas. C'est vraiment. On a une entière confiance dans les musiciens avec qui on bosse. Et on sait qu'ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. Et du coup, on est sûr de ce qu'ils vont faire. Je sais pas s'il y a beaucoup d'orgas qui agissent comme ça, mais nous, en tout cas, on trouve que ça fonctionne plutôt bien de faire confiance aux musiciens et de leur dire. Et on demande à des musiciens dont on sait qu'ils jouent pour les danseurs. Voilà. Ouais, aussi. Dans le Sud-Est, je pense à Jérémy F. Marron. Ou Alexis que t'as interviewé, du Gala Swing Quartet et tout ça. À chaque fois qu'on leur a fait ces propositions avec quelques demandes quand même, et qu'on sentait qu'on pouvait faire confiance à ces personnes-là de par leur talent et leur passion et leur attitude pro, à chaque fois ça l'a fait. Chaque fois ça marche. Mais il faut avoir instauré cette relation au préalable, c'est sûr, mais après, voilà. Mais cette relation de confiance, en vrai, je pense que dans le travail, ça marche avec beaucoup de gens. Si tu as confiance dans les gens avec qui tu bosses, et que tu sais avec qui tu travailles, que c'est des gens professionnels et tout ça, je pense que ça fonctionne parfaitement. Moi, ça me fait penser justement au Paris Midnight Blues 2019 où on a eu énormément de merde à gérer, hein, comme toute organisation. Il y a un truc qu'on n'a absolument pas géré et je m'en suis rendu compte en fait en après-coup, c'est nos profs. Nos profs, à aucun moment on est allé leur dire il faut finir, la salle doit fermer, il faut que vous soyez à l'heure, il faut vous emmener à tel endroit. On leur avait montré, on leur avait montré le trajet. On leur avait donné le plan. Pour aller. Le premier jour, on les avait emmenés aux salles depuis leur Airbnb. Et après, je me souviens de leur avoir écrit en leur disant je vais être un peu en retard pour venir vous accompagner. Est-ce que non, mais c'est bon, hein, t'inquiète, on va gérer. Ok. Après, pour aller le dimanche soir, le dernier soir, au resto, on leur a dit comment vous voulez y aller. On va y aller à pied, pas de souci. On a notre GPS et on les a pas du tout. On n'a pas eu besoin de
je sais pas, de les traiter comme des enfants, comme certains profs ont besoin. Et ça rentre aussi en compte dans une orga. Qui est-ce qu'on veut voir, parce que en fait, au-delà du fait qu'on veut faire plaisir aux élèves, donner de la qualité, après être orga, c'est aussi être humain, avoir plein de choses à gérer. C'est, je pense que le week-end du Paris-Midnight Blues, le seul qu'on ait fait du coup en 2019, ça a été probablement le plus dur de notre vie physiquement à gérer. Moi, c'était le cas. On a dû dormir entre 2 et 4 heures sur tout le week-end. Et à la fin, on était vraiment sur les rotules. Je vous jure, moi, je me disais, mais plus jamais on fait ça. Et après, en fait, on a. Mais ça c'est un symptôme, je pense, des orgas, un peu de prendre tellement cher quand t'es dans l'orga et que t'as tout à gérer. Et après, malheureusement, on a vu la vidéo récap qui était faite par Nuno, qui est vidéaste portugais, qui est beaucoup demandé dans le Très belle vidéo, je me souviens. C'est pas lui qui filmait, malheureusement, il avait eu un accident de vélo, je crois que c'était à Gand, 10 jours avant. Et du coup, il n'a pas pu venir, mais il s'est fait remplacer. Décidément, les accidents de vélo à Gand, il y avait Sepp aussi, à peu près, il y a 2-3 ans. Et du coup, Nuno s'était fait remplacer par un de ses collègues, par Bertigno. Et donc, c'est Bertigno qui avait filmé tout le festival et c'est Nuno qui a fait le montage, par contre. Mais, du coup, la vidéo, en fait, quand on l'a vue, on a fait... Bon, ok, on le refait. Et moi j'ai découvert plein de choses, qu'en fait c'était déjà sur un bateau, un petit bateau. Je savais pas que c'était sur un bateau. Mais j'ai découvert plein de choses, qu'en fait Laurent gérait les musiciens, les DJ, les compétitions et tout ça, et donc était à l'intérieur du bateau, là où ça danse. Et moi j'ai géré beaucoup les bénévoles, le bar, le shop, l'étage, et en fait je suis quasiment pas descendue dans le bateau. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient chanté, qui n'étaient pas prévus. J'ai entendu les musiques des Blues Zazou, donc c'était la première fois, c'était leur répertoire. Je les avais pas entendus jouer en fait. J'ai découvert le festival et quand j'ai éteint la vidéo, j'ai regardé Laurent et je lui ai dit ça a l'air hyper bien comme festival, on y va l'année prochaine. Donc voilà, c'était Sid qu'il fallait recommencer, mais le week-end était extrêmement dur. Du coup, est-ce que tu t'es dit, excuse-moi, mais est-ce que tu t'es dit les prochaines fois, j'essaye de m'organiser un emploi du temps différent, des aides supplémentaires pour que moi aussi je puisse un peu profiter du festival que j'organise. C'est un peu les difficultés quand on est organisateur, c'est que les premières éditions, on fait tout. Et puis après, on se dit, on aimerait bien profiter du bébé concret, quoi. Oui, on a prévu plein de choses pour l'édition 2020 qui n'a pas vraiment eu lieu. Qui a eu lieu en digital. On a fait un virage à 180 pour mettre sur pied une édition digitale en 3 semaines parce que le confinement a commencé mi-mars et il était et il s'est fini le week-end du Paris Midnight Blues. Oui, ça a ouvert quelle époque en général, mai-juin, c'est ça? C'est début mai en général. Là, c'est autour du week-end du 8 mai. Et on va essayer de garder le week-end du 8 mai. Si possible, quand ça arrive, d'avoir un week-end de au moins 3 jours. Prolongé de 3 jours. Ouais. Mais non, là, c'est le but de s'organiser, mais c'est ce que je disais à Laurent encore avant-hier. Je lui dis, c'était un peu mon petit plaisir de faire venir Nicole Rochelle, mais j'ai déjà fait le deuil de me dire que peut-être que je l'entendrai quasiment pas chanter. Même si en vrai... Il y a plein d'occasions. Voilà, même si en vrai, j'espère que ce sera le cas et j'espère qu'on arrivera certainement à beaucoup mieux s'organiser. On a une équipe de bénévoles qui est déjà créée puisque ce sont les parents de Laurent et leurs amis. C'est une équipe ils sont tous à la retraite, donc c'est pas contraignant du tout niveau boulot. Ils arrivent toute une semaine à Paris. Et ils nous ont dit, en gros, vous nous dites ce qu'on doit faire et juste ils veulent pas se coucher après 2h du matin, mais on va se débrouiller. Hein. Et ça, franchement, c'est précieux. Ils étaient venus à la Moonlight Cruise en septembre, juste mes parents, et ils avaient adoré. Les gens, ils sont trop sympas, ils sont bien éduqués. Enfin, ils étaient vraiment enchantés en fait de voir tout ça. Donc ils reviendront volontiers et ça fait plaisir d'avoir la famille quand même qui est là pour se supporter. On a du monde pour nous aider. Alors moi c'est particulièrement mes copines d'enfance qui sont là et qui gèrent le bar à chaque fois. Elles adorent servir des bières et des gin tonic
Et mine de rien, ça aussi, c'est plutôt cool de se dire y a des gens sur qui on peut compter, qui vont gérer et où on n'a pas besoin d'y aller 50 000 fois pour vérifier si tout se passe bien. Donc, ouais, les bénévoles, les aides, c'est quand même super important. On va essayer cette année de profiter un tout petit peu plus du festival. Il y a une difficulté aussi qui est de trouver le ratio pour pas que ce soit... pour pas qu'ils vivent le truc comme déléguer des tâches ingrates, quoi. Ouais. Tu vois, moi, il y avait ça quand je demandais de l'aide aux bénévoles, mais comment trouver... ils sont demandeurs de faire quelque chose, mais des fois, ça te revient un peu dans la tronche de... après le festoche, ouais, mais bon... bon, su... et c'est difficile, hein, Bah, c'est ça souvent avec les bénévoles, c'est que même s'ils disent faites-moi faire ce que vous voulez, ils réalisent après coup qu'ils se sont inscrits pour un festival, qu'ils ont envie d'en profiter et que surveiller les toilettes, c'est pas forcément le truc qu'ils avaient prévu pour le Paris Midnight. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ouais. Mais en l'occurrence, là, il y a des gens spécialement sur le bateau, ça fait partie du prix de location. À ce sujet-là, moi, j'avais du coup une anecdote du Paris Midnight Blues 2019 où et je me suis rendu compte qu'en fait, encore une fois, une question de confiance, de faire confiance aux bénévoles. En fait, on a eu le deuxième soir, il y a eu un déluge sur Paris, il pleuvait énormément et en fait, les responsables du bateau avaient débâché le bateau et donc quand on est arrivé pour l'installation 1 heure avant le début de la soirée, le bateau était inondé. Le pont était inutilisable. Et moi, j'étais dans un état de fatigue et de stress assez impressionnant. Et en fait, il y a un moment donné où les bénévoles donc, qui étaient censés gérer le bar, qui était donc sur le pont, le shop, qui était aussi sur le pont, et puis l'accueil des festivaliers, ils venaient tous me voir en me disant qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et en fait, moi, j'en pouvais tellement plus, j'avais tellement de choses à gérer qu'à un moment donné, je les ai regardés et je leur ai dit, en fait, c'est vous qui allez être positionnés là, donc je pense qu'il y a personne qui sera mieux que vous pour décider de comment organiser les choses, puisque vous allez rester 1h30 ici. Et en fait, ils sont tous débrouillés, ils ont organisé le truc. Et quand je suis repassée, après avoir géré ce que moi j'avais à gérer, j'ai fait, en fait, je les aurais pas eu ces idées-là. Parce que moi, j'étais fatiguée, que j'avais d'autres choses à gérer. Et la façon dont ils l'ont mis en place, j'aurais clairement pas fait mieux qu'eux, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un truc où vraiment je me suis dit, des fois, de déléguer entièrement et de dire, vous allez gérer ce point-là, donc gérez-le de A à Z. En fait, ils ont fait exactement comme c'était le mieux pour eux, et finalement, c'était le mieux pour tout le monde, quoi. C'est ce qui était... Et puis, en plus, ça donne de la valeur à la responsabilité des gens, de dire, tu vois, je te fais confiance, je suis capable de te donner ces responsabilités-là dans un événement important, c'est que tu comptes, quoi, et que ce que tu es capable de donner... d'une certaine manière, on te le rend avec cette confiance-là et avec ce rôle que tu as joué dedans. Et cette idée de bateau, est-ce que ça a un lien avec le Lindy Shock ? Est-ce que c'est venu comme ça ? Absolument. Absolument. Après être allé à Budapest, vous vous êtes dit, tiens, mais la même chose sur la scène C'est entièrement assumé. Alors, moi, c'est mon festival de cœur, le Lindy Shock. Ça, c'était le kiff de Laurent, un peu. Faire sur un bateau. Je l'ai fait la première édition en 2013 du Lindy Shock et après j'y suis retourné 7 années consécutives. Tellement c'est le kiff. Et bon, pour le moment on a un seul bateau parce qu'ils en avaient 3. Et puis 3 bateaux côte à côte sur la Seine. Ça je suis pas sûre que ce soit possible, ça fait un pont, c'est ça. Mais le bateau, la croisière, c'est un kiff absolu, passer sous les ponts. Et malheureusement, les gens peuvent pas courir sur le pont vu la disposition du bateau. Mais c'est cool quand même, les gens ils font coucou. Enfin, je sais pas, et puis à Paris en plus, passer devant la Tour Eiffel, passer devant Notre-Dame. Parce que là on a des croisières. Sachant qu'on a des gens qui viennent, on a 40% de personnes qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est quand même un énorme avantage. On n'a même pas besoin de faire de pub dessus. Rien que le fait d'avoir Paris dans le nom du festival,
Ouais. Déjà, en fait, la carte postale, déjà. un énorme avantage pour nous. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même un des meilleurs moyens imaginables pour faire profiter de la ville que de faire ça sur un bateau avec une croisière. Après, la première année, on n'avait pas de croisière. Le bateau ne naviguait pas. Ouais. C'était une petite péniche et il restait à quai. Mais c'est vrai qu'on l'avait quand même dans un coin de la tête. Et le truc, c'est que les bateaux navigants étaient beaucoup plus gros et donc beaucoup plus chers. Ouais. Et comme en 2019, quand on a lancé le Paris Midnight Blues, c'était un pari vraiment énorme parce que la scène blues à Paris était quasi inexistante encore. Et donc, et la communauté blues de France n'était pas non plus énorme. Donc en fait, on savait d'avance que sans les étrangers, le festival était déficitaire et de beaucoup. Donc il fallait qu'on fasse rêver en fait. Et la première année, on avait un bateau qui était au pied de Notre-Dame de Paris, qui a brûlé 3 semaines avant le festival. Vous êtes poisseux, c'est vous en fait. On a pleuré. Ouais, c'était vraiment dur. Ça a été le premier couac dans notre organisation. Mais après, je crois que Laurent... Pourquoi un bateau ? Ouais, je pense que c'est toi qui a quand même... Parce que moi, c'est moi qui ai fait la recherche des salles. C'est moi qui ai voulu. Mais le bateau, ça s'est orienté... C'est lié avec le Midi Shop, j'adore. De toute façon, le Paris Midnight Blues, c'est l'idée de Laurent, à la base. Le nom vient de Laurent. L'idée vient de Laurent. J'avais ce truc en tête depuis des années, depuis que j'étais arrivé sur Paris. Et en fait, je me souviens, on était à Erang. Un jour, on a parlé de ça. On était en couple depuis pas très longtemps à ce moment-là. Et on discute un peu du blues parce qu'on était tous les deux quand même à fond dans le blues. Et j'ai dit, moi, mon rêve, ce serait de faire un festival à Paris. Ça faisait des années que je disais ça. Tu sais, comme le truc, un jour... Et il le disait à plein de gens. Je le disais à plein de gens. Et il avait déjà le nom. Ouais. Le Paris Midnight Blues. C'était juste la première à dire, vas-y, on le fait. Là, j'étais un peu estomaqué sur le moment. Et en fait, on a passé l'après-midi à réfléchir, à faire du budget, à commencer à voir la forme que ça pourrait... 48 heures après, j'avais des devis de salles, de bateaux. 4 jours après, le budget avait triplé. Voilà. Tout ça depuis depuis Erang au mois de juillet. Et fin août, on avait validé les profs, qui étaient OK. On avait validé le bateau. Et au mois de novembre, on lançait les inscriptions. Et donc, une question pratico, quand tu fais un événement comme ça qui est lié à la mairie de Paris, j'imagine, est-ce que justement tu dois... Non, c'est pas lié, t'as pas du tout, on a tout fait. Non, on a zéro subvention, zéro autorisation, entre guillemets. On a loué la salle. C'est du privé. Le bateau est considéré comme une salle flottante. C'est ça. Ouais. Okay. C'est ça. C'est vrai qu'il y a d'autres... à Marcadet, non ? Marcounet, je sais pas. Le Marcounet, ouais. Il y a, en fait, la majorité des... En fait, je crois que c'est un peu ce que les gens n'imaginent pas, mais à Paris, il y a des possibilités de trucs avec la mairie et tout ça, mais finalement, tous les lieux qu'on loue, qui font rêver et tout ça, c'est privé, c'est très cher. Les salles de danse pour les cours sont louées à l'heure et coûtent extrêmement cher. C'est pour ça que aussi tous les tarifs sont différents de ceux de la province. C'est ça. Parce que l'immobilier parisien, parce que je me suis posé la question pour du théâtre d'impro, où ça passe de 200 balles dans le sud-est à 800 balles pour la même activité, un an. Et tu fais, il y a quand même un gap là. De toute façon, quand on discute, parce que on connaît quand même pas mal de monde et on connaît pas mal d'orgas, et quand on discute avec des orgas de Tours, de Rennes, de Niort, en fait, le budget total de leur festival, c'est la location de notre bateau pour 2 jours. Oui. Voilà, c'est à peu près ça. Nous, c'est juste la salle pour les soirées, et après, tu rajoutes tout le reste, quoi. Donc, ça donne une idée un peu. Après, comme c'est une structure associative, on a quand même fait le choix. C'est pas à but lucratif. Donc, le but, c'est pas de perdre de l'argent, mais on a choisi de pas faire exploser les prix non plus, parce qu'à Paris, les prix des événements peuvent très vite exploser, on le voit des fois. Mais le but, en gros, c'est vraiment de proposer un maximum de qualité et d'avoir un équilibre financier. Le seul truc sur lequel on est un peu obligé, parce que c'est ce qui rééquilibre, c'est de monter les prix, c'est
Le bar. Le bar, Ouais. mais comme Le tout à l'heure, bar, c'est ça. Le bar, il a des prix Mais, basiques parisiens, il a pas des prix associatifs. Mais ouais, non, il a pas des prix classiques parisiens de bateau au pied de Non, au c'est pied pas d'un 10 balles le au pied cocktail. d'un monument Ouais. quand même. Mais non, et puis après, on avait beaucoup réfléchi à ça quand on l'a lancé, justement parce qu'on fait venir parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent Ouais. et bah du coup en 2019, on avait aussi beaucoup de personnes et en 2020 aussi d'Europe de l'Est. Ouais. Et du coup, on sait à quel point le trajet pour Paris est cher, l'hébergement pour Complètement. Paris est cher, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent, qui sont pas parisiens, s'il faut qu'ils louent des Airbnb ou ce genre de choses, ça fait Un gros monter le budget. Et donc, puis si en plus donc, tu fais un festival voilà, cher, c'est ça. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait que le festival reste abordable mhm. pour que ça contrebalance un peu tous les frais que tu as à côté quand tu te déplaces à Paris, en fait. On a fait un système d'hébergement aussi qui était pas basé sur qui demande en premier, mais d'où viennent les gens. Ouais, on a un peu... Pourquoi pas changer les critères. C'est ça. Parce qu'on avait... Des Coréens. On avait des Coréens, on avait une Néo-Zélandaise. Du coup, vous les avez fait passer priorité parce qu'ils sont de très loin et très cher le billet d'avion. C'est ça. On avait des Américains, mais eux, ils se sont débrouillés. Ils sont venus à 12, ils se sont pris des Airbnb. Vous êtes déjà allé en Corée ? Non, on devait y aller. Énorme regret. On devait y aller, on connaît Yongdong et Dawa depuis qu'on les a rencontrés à Tours dans le festival In Love with Blues. Ouais. Et on s'est super bien entendu. Et l'année suivante, en fait, on avait gagné un pass, je crois, à la même au In Love with Blues, ouais. Et pour leur festival. Et alors là, opportunité incroyable. Donc déjà, on avait gagné un party pass. Ils nous ont dit non, mais venez, on vous file le full pass. Et deuxième étape, ils nous disent mais si vous voulez, vous pourrez enseigner un testeur. Et donc là, dans notre tête, on s'est juste dit on va enseigner en Corée, trop bien. Et il y a eu le Covid. Voilà. Le Covid a arrêté beaucoup de choses. Alors oui, parlons de timing avec ce Covid. Ouais. Donc tu étais prof de maths de l'éducation nationale. Et puis vers le mois de janvier ou février, tu poses ta démission, c'est à peu près ça quelques mois Moi j'ai décidé dans l'année scolaire de démissionner. Je crois qu'il fallait que j'envoie ça avant le mois de mars ou un truc comme ça. En fait, je l'ai envoyé avant qu'on soit confiné. Ouais, juste avant. Alors ceci dit, j'ai jamais eu aucun regret là ces 2 dernières années d'avoir démissionné de l'éducation nationale. Le regret, enfin c'est pas un regret parce que ça dépend pas de nos choix, mais en fait c'est qu'on a lancé Groovit, on a fait nos premiers cours. En janvier 2020. En janvier 2020, on était confinés en mars 2020, et donc depuis que Groovit existe, là ça commence à peine à ressembler à ce qu'on imaginait. À une année en fait, complète quoi. Avec festival, soirée, cours réguliers, si possible sans masque. Même, quoi. Parce que pas de chance, non. C'est un timing de dingue, quoi. Ça y est, tu te lances et ça y est, pouf, le Covid. Ouais, il a fallu... C'est toi qui l'as... c'est à cause de toi, le Covid. Ouais, c'est comme Notre-Dame. Hein. Notre-Dame aussi. Voilà, on y vient. Ouais. Conspiracy, quand tu y tiens. Comment on réussit à garder la tête froide et en dehors de l'eau quand tout ça te tombe dessus? On apprend à nager. C'est un peu, on te pousse dans le bain, on te dit vas-y, maintenant démerde-toi. Il a fallu s'adapter beaucoup. C'était beaucoup de super visio, dur. tu disais on a fait beaucoup de visio. Ouais. On a fait tous nos cours en visio en fait. Pour ça, on avait de la chance d'avoir quand même un appart. En fait, le salon là dans lequel on est, vous voyez pas là, mais en fait c'est une grande pièce de 40 mètres carrés. Il y a les miroirs. Le sol est pas mal et en fait on peut danser. Bon, déjà nous deux pour enseigner, c'est cool. Et les voisins, ils sont cool. Les voisins, ils sont trop sympas, ouais. On les a même pas payés, ils sont trop sympas. Putain, ça c'est du bol aussi de ouf. Hein. Ouais, parce qu'on fait quand même des accros dans cet appart. Donc on va en faire cet après-midi d'ailleurs. Et donc ça n'a pas de traces au plafond. Quand on est 6, on fait pas la Gucci parce que ça le plafond. Gucci, c'est celle où tu fais passer ta follow au-dessus de ta tête. Entièrement au-dessus de ta tête. En ciseaux. Comme un i et... Ouais, c'est comme un saute-mouton, mais sauf que de ta hauteur, quoi. Ah oui, d'accord, je vois lequel c'est. Comment t'appelles ça? Gucci. Je sais pas si c'est l'appellation officielle, mais j'ai entendu, donc c'est la seule que je connais, je la garde. Ah, c'est pénible avec les aérioles parce que
sur une même accro, il y a plein de Ouais, il y a plein de noms, tu vois, même Ouais. Over the Back, il y en a plein qui appellent ça autrement. Ouais, il y en a plein de... Bon. Mais ouais, non, pendant le confinement, on a fait tous nos cours en visio. On a permis du coup à tous nos élèves d'assister à toutes les visios. Donc ils avaient la possibilité de faire tous les niveaux et les cours de solo aussi, parce qu'on donnait aussi du solo blues. Ouais. À ce moment-là, on enseignait que le blues chez Grovit. On n'avait pas du tout de cours de swing cette année-là. D'accord. Et On va vous dire un petit secret ici. on- On a fait quelques pratiques ici. C'était interdit pendant le confinement. Non, en vrai non, parce qu'on Ah l'a non, fait c'était les pas dimanches. On les a fait les dimanches, c'était chez nous et c'était jusqu'à 19h. C'était déconseillé. Donc voilà. Mais C'était on a pas fait très venir conseillé. des musiciens. C'était Ouais. vraiment, il y a eu des moments absolument incroyables. On avait l'impression d'être en festival dans notre salon. Où là dans le fond il y avait 3 musiciens, on était une vingtaine, Ouais. il y a quand même là un petit peu de place, donc ça c'est Putain, cool. vous avez vraiment des voisins cool, quoi. Ouais. On a vraiment des Ouais. voisins cool. On a On les vraiment a prévenus Passés, avant. Ils sont venus, ils ont pris l'apéro. Ouais. Ben, j'ai on deux- leur avait dit de venir et ils étaient déçus de pas avoir osé en fait. On Là, a je jamais vous jalouse parce que moi, ça fait 2 ans que dans le sud, j'avais des voisins horribles qui m'ont Ah, interdit de jouer du trombone. Bon, je les comprends, c'était horrible. Là, maintenant, ici, j'ai des voisins qui, eux, font du bruit et pas moi. Et ça, c'est chiant. Ah, putain, vous Non, avez là vous ils avez- sont ouais. L'astuce c'est de les acheter avant et d'annoncer la mauvaise nouvelle après. Ouais, je note pour plus tard. J'ai Mais, donné des cours de maths gratuits à sa fille. Non, mais ça marche on a essayé de maintenir un lien avec nos élèves et de leur proposer des Ouais. choses quand même. Donc, dès qu'on avait la possibilité, dès qu'il y avait une petite fenêtre de tir, Ouais. on essayait de s'engouffrer dedans. On a aussi proposé, il y a Fabien Vrillon qui est venu passer un week-end chez nous. Et en fait, on a proposé à nos élèves de prendre des cours privés avec lui. Donc, Ouais. on lui a mis notre salon à disposition pour qu'il donne des cours privés à nos élèves. Donc, je pense que ça a aussi permis de voir qu'on continuait d'essayer de s'investir et de faire bouger des Et choses. puis lui, ça Lui, ça l'a aussi. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, je pense que... C'est win-win. ouais, et puis on a cette chance d'avoir des élèves qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui ont vraiment été là. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a maintenus, en vrai. C'est nos élèves qui nous ont maintenus. On a particulièrement un petit groupe de débutants. C'était leur première année. Ils ont fait 5 cours en réel. Et ils ont fait tout le reste en visio. Et toute l'année, on avait une dizaine d'élèves Ouais. qui venaient systématiquement dans ce cours. Globalement, on avait plus de la moitié des élèves qui suivaient pas la visio. Ce que je comprends. Et c'est déjà, vous en sortez bien. Ouais. Et il y a même des Beaucoup cours marché, avec peu d'effectifs où sur la fin de l'année, on se connectait et en fait, on avait Et une personne. Du coup, Ça- on prenait ça l'apéro arrive. ensemble, c'était cool, on discutait, on connaissait mieux nos élèves, Mais du coup, il a fallu qu'on mette en place, parce qu'on a eu aussi des élèves qui nous disaient « Ah, mais à cause du Covid, moi j'ai beaucoup de boulot, donc je peux pas me connecter aux visio. » Donc en fait, on a fait un double système. C'est-à-dire qu'on on faisait les cours sur Jitsi, ce qui est l'équivalent de Zoom en fait, pour pouvoir, nous, parce qu'on voulait voir les élèves, pouvoir les corriger. On continuait de les corriger, on continuait de... donc, pas sur la musicalité, parce qu'avec le temps de latence, Ouais, ça c'était... c'est Voilà. compliqué. Mais on voulait pouvoir voir nos élèves et interagir avec eux. Et en parallèle, on faisait un live sur le groupe Facebook de l'école, sur le groupe privé des élèves, ce qui leur permettait d'avoir le replay. Oui, voilà. Et donc C'est en vrai, fait, on a fait ça aussi. ils pouvaient le regarder en plus. Et c'était assez intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit que, en fait, comme le live, c'était aussi nos interactions avec les élèves, ils entendaient les questions qu'il y avait eu et donc nos réponses et donc on réexpliquait des choses. Donc c'était plus intéressant que de juste nous avoir en train d'expliquer le mouvement tout seul. mais même pédagogiquement, en fait, nous, ça nous a Ça nous a apprend des appris choses aussi, beaucoup de ça choses. apprend des choses. Parce que on était... En fait, du coup, comme on n'était pas sur le terrain, on était face à un écran, on regardait les gens danser. Et je pense qu'on a vraiment développé notre sens de l'observation. Ouais.
dans ce Ouais, contexte. ça te force à être vraiment focus sur... Ouais. Des fois, nos élèves étaient un peu étonnés parce qu'on arrivait à voir des choses et à corriger des choses alors qu'ils étaient là genre mais comment vous faites ? Et là c'est trop bien parce qu'en fait là t'as tout le monde sur un écran en face de toi alors que dans une salle en fait tu fais faire un cercle en général. Donc quand t'annonces 5, 6, 7, 8 et que tout le monde fait en même temps, t'as pas les yeux derrière la tête. Alors que là on avait vraiment une vision d'ensemble. Le seul petit couac c'était le décalage de timing parce qu'ils n'avaient pas tous la même connexion. Je dirais pas que c'était le seul petit couac parce qu'on a quand même eu pas mal de problèmes technologiques. Hein. Oui, les connexions qui merdent, l'ordi qui s'arrête parce que d'un coup t'as plus de batterie et que t'avais pas tilté le truc. Alors, on a eu beaucoup de choses. Tout d'un coup on se retrouvait devant des écrans noirs, on voyait plus aucun de nos élèves. Parfois c'est eux qui nous voyaient plus. Enfin, on a eu quand même, c'était rigolo. Ça a été je crois un peu tout le monde qui a fait ça en cette période-là. Il y a eu tous les couacs possibles imaginables. Mais je pense que tout le monde était bienveillant. Enfin. Tout le monde était bienveillant et hyper compréhensif, donc je pense que c'est un moment qui était compliqué pour tout le monde, je pense, autant pour les élèves que pour les profs. Mais ça y est, on en sort. Complètement, ouais. Semaine prochaine en plus, on est au début du mois de mars et levée du pass vaccinal. Ouais. Les dernières personnes qui éventuellement n'avaient pas pu remettre le pied à l'étrier vont pouvoir. Cours, etc., vont pouvoir reprendre totalement s'ils le souhaitent. En tout cas, il n'y a plus de barrières. Ouais. Et je pense que si tout va bien, mais je pense que ça va aller, là, cette fois-ci, il y a d'autres événements d'actualité qui balayent tout ça, qui font qu'on peut espérer que septembre soit une belle rentrée pour les différentes structures de swing. En parlant d'actualité, vous avez mentionné que plusieurs danseurs de l'Est venaient sur le Paris Swing Blues. Ça me permet de faire la transition sur le conflit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et vous connaissez des danseurs, je crois, de l'Est, etc. J'imagine plusieurs. On en connaît pas mal, autant en Ukraine qu'en Biélorussie, parce qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Et puis les Polonais, les Russes, qui sont pas non plus dans une situation très confortable. Oui, déjà, oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même... Ça touche vraiment toutes ces populations-là, et là, on l'a vu. J'ai regardé, en 2020, on avait, je crois, 28 ou 29 personnes de ces pays-là inscrites au Paris Midnight Blues. Cette année, il n'y en a que 2 qui s'étaient inscrites. Il n'y avait que 2 Polonais, Philippe et Christina. Qui enseigne en Pologne, Christina qui avait chanté au premier Paris Midnight Blues et qui nous ont écrit en nous disant on sait pas ce que ça va donner, donc on sait pas si on pourra venir, en tout cas on peut pas payer maintenant, est-ce que c'est gênant ou quoi que ce soit. Bien sûr, notre réponse a été non, on vous garde vos places quoi qu'il arrive. Et si vous pouvez venir, vous venez, on sera content. On s'arrangera. On est déjà extrêmement triste de ne pas avoir les autres. On est aussi un peu inquiet pour les Ukrainiens. Pas que pour les Ukrainiens. Pas que pour les Ukrainiens. En fait, on s'est rendu compte aussi, moi j'avais pas réalisé les premiers jours, mais que au-delà de l'Ukraine, en fait, les pays frontaliers qui ont un passé diplomatique avec la Russie, là je parle de politique, je parle pas de population, ils le vivent très très mal, ils ont peur, et notamment on a eu des échos de Polonais, apparemment dans les pays baltes aussi, ça leur fait vraiment ressortir des images très très négatives, ça leur fait peur, ça les rend tristes. Et en fait, ils se sentent hyper concernés, et du coup, il y en a, ils ont même pas la tête à danser, à penser à ça, tellement ça les impacte, quoi. En Ukraine, on connaît aussi beaucoup d'Ukrainiens juste comme ça. Et je pense moi, je la connais un peu moins bien que toi, mais il y a Ira qui est quand même pas mal connue, qui a décidé de rester. Voilà, il y a plein de gens qu'on a en amis sur Facebook, mais avec qui on n'est pas forcément proche. Il y a aussi des personnes qu'on connaît un peu plus, qui sont des gens avec qui on a dansé, avec qui on a été en finale.
Je pense à Denis qui... Denis Lutzko. Denis Lutzko, avec qui j'ai été en finale à Bluesilla en Lituanie et qui nous avait demandé, on devait aller enseigner à Kiev en novembre 2020, non septembre, ah non, oui effectivement c'était pas à Kiev, en septembre 2020. Pour tous les gens qui disent Lviv, voilà. Parce que c'est un i en fait, oui, c'est un les Ukrainiens disent bof. Ouais. Et du coup on devait y aller en septembre 2020, Covid oblige, on n'a pas pu y aller. Mais voilà, c'est des gens qu'on connaît bien et qui devaient être là pour les derniers Paris Midnight Blues, qui ont pour certains été là pour celui de 2019, et puis qu'on croisait quand nous on allait en Biélorussie, en Lituanie, parce que c'est des festivals de blues qu'on adore. Il y a une communauté de blues. C'est des très bons danseurs, c'est des gens qui sont adorables, qui peuvent paraître assez froids au premier abord. Là tu parles de la Lituanie ou tous ces pays? Ouais, tous ces pays-là. Pays de l'Est, ouais. Il y a des gens qui sont... Parce que je connais pas du tout la communauté ukrainienne, à part des danseurs qu'on voit en France, je pense à Oksana notamment, qui est une super danseuse dans tous les registres, et d'autres, mais je n'étant jamais allé là-bas, je sais pas quelle est l'ampleur. Mais en fait, c'est un peu paradoxal, parce qu'ils ont pas, on va dire, la culture de la chaleur humaine, mais par contre ils sont très accueillants, ils sont adorables, et ils sont toujours, en fait, on sent, nous à chaque fois qu'on y est allé, on a senti que les gens étaient super contents qu'on soit là. Ouais, moi je sais que en Biélorussie, alors moi je suis quelqu'un d'extrêmement timide et j'ai beaucoup de mal à inviter les gens que je connais pas. Ouais. Ce qui me pose quelques problèmes depuis que j'enseigne. mais voilà, c'est très compliqué pour moi et je peux me sentir très très seule dans des événements. Et je comprends. Et en Biélorussie, alors que la seule personne que je connaissais était Laurent, qui lui connaissait plein de monde, je me suis jamais sentie seule. Jamais. Je me suis fait beaucoup inviter, alors que personne ne me connaissait, j'étais personne à ce moment-là, je dansais juste le blues et j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde, ils ont été adorables, ils ont été hyper bienveillants, hyper... pas chaleureux, mais vraiment très bienveillants et c'est vraiment une... Je vais même utiliser un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais je les trouve super inclusifs en fait. Ouais. Et pour la petite anecdote du Paris Midnight Blues 2019, il y a un moment donné où je me suis dit que j'avais vraiment, vraiment une sale tête et que j'avais vraiment la tête de quelqu'un de fatigué. Au moment où, la seule fois où j'ai traversé la salle de danse, où les Biélorusses, qui sont aussi orgas, m'ont pris dans leurs bras en me disant « ça va aller, ça se passe bien ». Et à ce moment-là, je me suis dit... pour qu'ils fassent ça, alors que c'est pas des gens qui prennent facilement dans leurs bras, c'est vraiment que je dois avoir une sale tête. Mais ce petit truc, c'est vraiment un des moments clés aussi du festival pour moi. C'est un moment où je me suis dit genre, les gens sont contents et effectivement, ça peut aller. Mais oui, c'est des communautés qu'on aime beaucoup, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Qu'on aimerait bien en revoir dès que possible, on sait pas trop quand, mais c'est... Et puis... Et puis cette année, je pense que le Paris Midnight Blues est entre guillemets encore un peu plus touché parce qu'on a Alina Sokolska qui vient enseigner le solo. Incroyable. Voilà. Elle va enseigner du bebop. Elle est impressionnante. C'est une des seules que j'ai vues faire des chorégraphies sur du bebop, des trucs de dingue. Elle danse surtout. C'est une danseuse vraiment universelle en fait. Ouais. Et en gros, j'ai l'impression que tu lui donnes un thème, enfin tu lui donnes une danse. Déjà, elle est extrêmement cultivée. Elle a fait une thèse sur, je crois, l'histoire du jazz, en tout cas sur la danse. Et en fait, déjà en cours, elle a toujours beaucoup d'anecdotes. Nous, elle nous a fait bosser à Vilnius, à Bluesilla. Non, c'est pas à Vilnius, c'est dans la campagne lituanienne à Bluesilla. Elle nous a fait bosser sur une choré de Al Means. Qui est un des grands du coup du swing et qui a aussi pas mal développé, on va dire, l'image du blues. C'est un des rares danseurs dont on ait des archives vidéo qui sont catégorisées blues aujourd'hui. Bon, avec référence au Spirit Moves oui, exactement. Et en gros, oui, bon voilà, avec toutes les comment dire,
je vais pas dire que c'est des tendances comme juste une mode, mais tout ce qui se passe sur les débats sur l'histoire du swing et tout ce qu'on est, enfin, du swing et du blues. Et tout ce que ça soulève, en fait, nous, clairement, on est entièrement d'accord sur le fait que partager l'histoire du blues à nos élèves, en fait, faire comprendre d'où ça vient, par qui et comment ça a été créé et sur quoi ça repose, c'est hyper important. Et du coup, on s'est quand même penché sur d'où est-ce que ça peut venir, le blues. Et autant en Lindy, il y a énormément d'archives, il y a des films, il y a des vidéos tout simplement, même des vidéos de Savage. Et en fait, le blues est une danse qui est très différente. Ouais. Et alors là, on lance un appel au monde entier, parce que nous, on cherche, alors en termes d'histoire, en termes de théorie, il y a des bouquins, même s'ils sont en anglais. Donc ça, c'est cool. Mais en termes de vidéos, c'est incroyablement difficile de trouver des archives qui caractérisent la danse blues. Et ça fait partie de notre travail de recherche pour donner un petit peu une forme et des bases à la danse blues. Et c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des grosses polémiques aussi sur qu'est-ce que c'est le blues. Et ça, en fait, on est toujours en recherche de ça. Ouais, et du coup, c'est vrai que là-dessus, Alina, elle fait beaucoup dans ses cours, elle a quand même beaucoup d'anecdotes, elle a fait beaucoup de recherches sur les danses qu'elle fait. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est hyper chouette. Humainement, c'est quelqu'un, en tant qu'orga, nous, c'est pareil. C'est hyper facile de travailler avec elle, c'est super chouette. Et c'est vrai que là, dernièrement, avec l'actualité, c'est... on pense beaucoup à elle parce que c'est très compliqué, parce que sa famille et ses amis sont restés eux en Ukraine et du coup elle essaye de se mobiliser là, elle essaye elle organise, elle est à Barcelone et du coup elle organise des cours avec plusieurs artistes de Barcelone pour récupérer des fonds pour l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et il y a aussi une page Facebook qui a été ouverte par Anne-Hélène pour mettre en contact les danseurs, pour réseauter les danseurs français avec les danseurs ukrainiens pour proposer de l'aide, de l'hébergement, ce genre de choses. Par ville. Donc, du coup... malheureusement, ça risque d'être encore d'actualité quand le Blabla Swing sortira. Donc j'invite les danseurs à aller sur cette page Facebook et à aller voir ce qui est possible et à proposer leur aide. On sait que par exemple à Paris, les hébergements c'est difficile parce que beaucoup de gens habitent dans des petits appartements et n'ont pas la possibilité d'héberger. Mais il y a d'autres possibilités. Je me suis posé la question. Ouais, il y a d'autres possibilités d'aider. Il y a par exemple les Ukrainiens qui arrivent vont se confronter à des problèmes administratifs. Et du coup, rien que de donner, de pouvoir aider sur ces problèmes administratifs, nous qui connaissons un peu mieux l'administration française et qui parlons français, ça peut filer un coup de main. Il y a des gens qui se sont proposés pour faire de la traduction. Et tout ça. Donc voilà, j'invite tout le monde, en plus de ce qu'on peut voir de donner, de donner aussi bien des biens que de l'argent. J'invite à proposer de l'aide en général. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux formes d'aide en fait. Il y a les gens qui vont arriver et puis typiquement pour prendre l'exemple de Ira, elle a décidé de rester à Kiev parce qu'en fait elle veut soutenir la population et ça c'est super important. On peut raisonnablement pas y aller. Il y en a qui vont. Il y a quand même 16 000 personnes qui se sont engagées aux côtés de l'armée ukrainienne. Ça, c'est... moi, j'ai pas fait de service militaire, j'ai jamais tenu une arme dans mes mains. Je pense que je n'irai pas. Mais au-delà de ça, en fait, envoyer, il y a plein de manières d'aider. Envoyer un soutien, pas que financier, déjà leur rappeler qu'on les oublie pas. Je trouve que c'est hyper important. Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent beaucoup.
ça suffit pas évidemment, mais en fait, ils ont pas juste besoin qu'on leur fasse un virement bancaire, quoi. Et d'en parler. Ils ont besoin que ça soit diffusé beaucoup, qu'on en parle, de se sentir pas tout seul, et parce que c'est ce qu'on dit, hein, la guerre de l'information, c'est aussi il faut informer pour que la désinformation ne batte pas son plein, et que ça tombe pas dans l'oubli, parce que la presse a tendance à faire ses tendances aussi. Là ça occupe. Est-ce que ça sera le cas dans 3 mois? Voilà. C'est ça. Parce que quand il y a eu la crise avec la Crimée, ils en ont parlé pendant 2 mois, et puis les tensions sont jamais vraiment retombées dans tout l'est de l'Ukraine, et il y a quand même eu 13 000 morts en quelques années. C'est très... mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, j'ai eu on pose beaucoup la question de pourquoi cette guerre particulièrement fait beaucoup parler en France et tout ça. Alors moi, je suis pas toujours d'accord avec la façon dont c'est récupéré ou mis en place par certains des politiques et dans les médias, mais moi, je sais que je peux clairement dire, là, je sais que j'ai des potes qui se prennent des bombes sur la tête, en fait. Forcément, ça me touche plus qu'une autre guerre, mais ça me touche autant que si c'était en Espagne, parce que finalement, je connais presque autant de danseurs dans ces pays-là que de danseurs espagnols. Donc oui, c'est perturbant. Et c'est perturbant de voir... de continuer notre vie, malgré tout. Moi, je sais que les premiers jours, faire la com du Paris Midnight Blues alors qu'on a une prof ukrainienne qui vient, alors qu'on a des amis qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont là-bas, dans ma tête, ça créait des vrais conflits internes. C'était... c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a quelque chose d'indécent. Il y a quelque chose de très particulier. Quand on pense justement aux orgas de Kiev qui avaient programmé, par exemple, une soirée swing le 26, ils avaient programmé ça depuis sûrement quelques semaines, et le 24, il y a l'armée russe qui débarque. Enfin, à quel point ça change du jour au lendemain. Donc nous, on a la chance vraiment de pouvoir continuer après le Covid, et eux, ils n'ont même pas eu ce répit, quoi. Donc, c'est une époque particulièrement angoissante, entre Covid, guerre, changement politique complètement foufou. Il y a encore pas longtemps, il y avait Trump au pouvoir, quoi. Des gens très particuliers, quoi. Et ça fait quand même un climat de vision future. La danse aussi, c'est justement dansouiller un peu, ça un moyen d'oublier de mettre ça de côté de temps en temps, quand même. Donc même au sein de la danse, au sein de la communauté, puisqu'on a des vraies communautés, ça nous concerne, on y pense, on en parle, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Mais pas oublier non plus que quand on danse, en fait, c'est pour nous et pour un petit peu supporter tout le reste, quoi. C'est ça. J'ai trouvé une autre activité qui permet de reposer le cerveau. Je fais du Lego. Des trucs à 4000 pièces et tout, tu vois, le truc est tout petit, là, faut les mettre et tout. Et ça... c'est une petite méditation. C'est en mode professionnel. Tu penses... t'as le vaisseau Star Wars Non, j'ai un gros piano version chinoise, là, qui fait 4000 pièces et tout. C'est très réaliste, très bien et tout. Mais du coup, ça permet de poser un peu la tête. Je pense que chacun trouve un peu les manières de s'échapper, et la danse. J'ai hâte de pouvoir reprendre là prochainement, et pareil de profiter aussi de ces moments de partage et de repos de tête un peu, quoi, de charge mentale étrange, et ça va faire du bien. On va se rapprocher gentiment de la fin. Moi, j'avais une question débutant blues. Souvent quand j'en discute comme ça arrive dans la discussion et tout ça, il y a la question de la connexion câlin qui se pose.
Oui, la connexion, la close embrace. la question de la pudeur et de la distance, Ouais. et qui fait que dans les discussions, on revient des fois ah ouais mais non mais moi je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise là, lui là je le connais pas, pouf il arrive, il se colle, c'est pas terrible, moi je fais mais que avec les gens que je connais. Ah moi je m'en fous, c'est du blues, quelle que soit la personne, je suis câlin, je me colle et tout. Quel est votre... Qu'est-ce que vous avez à dire de ce truc là? Il y a plusieurs choses. Déjà il y a la façon dont on l'aborde en cours. Ouais. Pour ceux qui prennent des cours. Typiquement, en initiation, on va pas commencer par ça. On va jamais faire ça. Et même en cours débutant, en fait, on attend quelques semaines parce qu'il faut que les gens se connaissent un minimum dans le groupe. Ouais. Parce que oui, il y a plein de gens qui peuvent être mal à l'aise avec ça. Ensuite, on explique la technique. Oui, il y a un contact avec le buste. Des fois, il y a la tête qui peut toucher. Mais d'une, c'est pas obligatoire, et de deux aussi il y a c'est pas la seule position de blues, c'est pas la seule connexion, et il y a des moyens en fait aussi de communiquer dans la danse à deux que des fois on n'a pas envie, tout simplement avec une information au niveau du bras, du bras, une posture, et on sensibilise les élèves au fait que en fait si tu veux pas faire de la close embrace, tu fais close embrace. Ah ouais. C'est vraiment ça. C'est un anglo-saxon de position fermée, très fermée embrassée. Fermée embrassée. Et nous, on a une façon de l'aborder en cours quand on commence à parler de la close embrace. On a trouvé cette petite technique pendant notre première année de cours. On fait cours avec un ballon gonflé entre les deux élèves, ce qui permet de comprendre la connexion, le fait d'avoir besoin d'avoir un minimum d'appui l'un sur l'autre, sinon le ballon tombe. Mais ça permet de comprendre cette connexion-là et d'aller chercher l'appui sans avoir le contact du corps de l'autre immédiatement. Et en fait, une fois qu'ils ont capté ce truc-là avec le ballon et qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, bizarrement, pendant le cours, dès qu'on enlève le ballon, parce que ça dure quelques minutes, ça les fait rigoler. Et ça les fait rigoler, ça décomplexe un peu, et dès qu'on enlève le ballon, finalement, c'est beaucoup moins compliqué pour les élèves. C'est un moyen de percer le ballon de baudruche. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, il y a ce truc-là, en soirée en tout cas, il y a pas d'obligation de faire du close embrace. Et normalement, nous, c'est ce qu'on enseigne, c'est que la posture blues, où on a les hanches un peu en antéversion, vers l'arrière, du coup. fait que normalement, les bassins ne se touchent pas. Ok, en fait, quelque part, quand tu veux faire... Parce que derrière ça, c'est des questions de pudeur qui sont posées et de frottage un tantinet trop caliente. En gros, quand il y a cette connexion très sulfureuse, tu vois, c'est que les deux l'ont choisi. En fait. Oui. Normalement, tu as des moyens. Et tu as si des tu moyens ne le désires pas, tu as les moyens de ne pas le subir. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, il y a un truc que je trouve, une remarque qui est intéressante à faire, c'est qu'on se pose la question pour le blues, mais en fait, il y a quand même une ressemblance au niveau de cette connexion avec la connexion du balboa. C'est ce que j'allais en parler. Et c'est vrai que, pareil, en balboa, il y a possibilité aussi de se décoller du poitrine-poitrine, du chest-to-chest, mais c'est tellement plus harmonieux et facile. Facile. Déjà que c'est dur, même quand on a cette connexion très collée, c'est déjà difficile, mais pour tout ce qui est circulaire, on va vraiment ne plus faire qu'un seul axe. En fait, c'est l'idée, et c'est vachement mieux de faire qu'un seul axe pour cette danse-là. Dès qu'on pratique un petit peu, on se pose plus trop ce truc, quoi. Même avec des personnes avec qui on n'a jamais dansé, assez naturellement, normalement, on propose le berceau et ça vient se caler là. Et justement, la personne a la possibilité, le partenaire, de se mettre à distance ou pas. Et ça, mais globalement, c'est quand même, historiquement, en plus, elle est vraiment très, très collée, quoi. Mais c'est pour ça aussi que c'est important, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la communauté en général, c'est de faire en sorte que, dans la communauté blues, en tout cas celle qu'on essaye de construire à Paris, que les gens ils se sentent
à l'aise, qui se sentent safe et que ils se connaissent et qui voient que c'est pas juste un endroit pour draguer, pour choper quoi. Parce que c'est l'impression que ça peut donner de l'extérieur quand on connaît pas du tout le milieu du blues. Et en fait c'est tout le contraire, ça l'est peut-être même moins que d'autres danses où ça on n'a pas autant l'air. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. Mais de toute façon, c'est une danse, donc quand t'as la même passion, quand tu danses, quand tu fais la même chose, que tu te revois, forcément, ça crée des affinités. Ça c'est sûr. Mais pas plus au blues qu'ailleurs. Et moi, j'ai vraiment trouvé dans le blues, dans la communauté blues, pour moi, c'est vraiment le monde des bisounours, quoi. C'est hyper bienveillant, ouais, vraiment, je me souviens de Laurent qui me disait ça, qui me disait tu vas voir les festivals purement blues, c'est encore plus bisounours que le Lindy. Et moi ça faisait quelques années que j'étais dans le Lindy et je trouvais déjà que c'était le monde des bisounours. Est-ce que tu pourrais définir bisounours? Mais non, mais je sais pas, c'est hyper très bienveillant, très safe, où tu te sens, voilà. Et effectivement, dans la communauté blues, il y a une ambiance dans les festivals pure blues très cosy. Pure blues, c'est un festival qui est dédié au blues. Ouais, où il n'y a vraiment pas de swing, où il n'y a ça pas de... nous met le porte-à-faux avec le ballois, où on parle de pure balle et c'est une position particulière. Entièrement blues, juste avec du blues. Donc pas comme le Backdoor to Blues qui était là ce week-end, organisé par les Chatons, où c'est et Lindy et blues. Ah, d'accord. Mais vraiment dans les festivals où il n'y a que du blues, la communauté est extrêmement bienveillante et l'ambiance est très cosy. Et je pense qu'il y a un grand rôle des orgas de ce côté-là, pour moi. Cool. Et c'est vrai que la communauté a appris un peu des différents Voldemort de... Oui, aussi, je pense. Oui, il y a des choses qui évoluent. Aussi. Mais bon, c'est une énergie différente du Lindy et c'est aussi permis par le fait... On en est conscient que pour le moment, la scène blues parisienne est assez petite. Et forcément, quand une scène grandit, la convivialité, c'est beaucoup plus difficile à maintenir. Mais ça, on y travaille en fait. Notre objectif, c'est quel que soit le nombre de personnes qui viennent danser, les gens n'aient pas l'impression d'arriver dans une arène où personne les attend, où personne n'en a rien à faire d'eux. Vraiment, l'idée, c'est que les gens ils soient accueillants les uns avec les autres. Et pour nous, c'est vraiment ça qui fait que les gens ils ont envie de revenir. Ouais. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. On approche de la fin. Est-ce que, du coup, vous auriez envie de rajouter quelque chose ou d'évoquer un topic qu'on n'a pas évoqué? Moi, j'ai juste envie que les choses, elles reprennent comme elles étaient avant qu'on commence en fait, et que moi j'ai plutôt bon espoir que ça continue de se développer et que ça aille dans la bonne direction. Quoi qu'il arrive, on fera toujours tout pour être là et pour que ça continue, quoi. C'est notre objectif parce qu'on aime le blues, on aime la danse, on en a fait notre taf pas pour rien, et nous on est là parce qu'on aime ça et pour nous, et on a envie d'être là pour les gens aussi, quoi. Ouais, et puis pour rester sur le blues, parce que je pense que c'est ce qui est pour le moment le plus dur à faire connaître dans la scène swing. Je pense que dans Blabla Swing, il y a pas eu ça, le blues a été plusieurs fois évoqué avec Reeds, avec Alexia, mais c'est quand même énormément avec Hélène et Bernard. Avec Hélène et Bernard. Mais c'est ça, c'est de se dire que si vous êtes intrigué par le blues, venez tester, venez voir, aller voir les soirées qui sont organisées dans vos villes, les initiations. Et en fait, on se rend compte que le blues, l'avantage du blues par rapport au swing, pour moi, c'est que très rapidement, on peut être à l'aise sur la piste. Parce qu'il y a un feeling avec la musique, il y a quelque chose qui est... Le pas de base est beaucoup moins compliqué et on peut se laisser un peu plus facilement aller sur la musique que par rapport au pas de base, aux multiples pas de base du swing entre les triples en 6, en 8, le charleston et tout ça,
où il faut quand même avoir quand même un peu de matière avant de se lancer sur la piste. Généralement, les débutants, ils vont après 4, 5, 6 mois. Alors qu'en blues, nous, on a des élèves qui vont en pratique après 1 ou 2 cours. Les gens même qui viennent à nos initiations restent parfois toute la soirée et dansent. Ils ne sont pas juste là pour écouter les concerts. Parce que du coup, c'est plus rapidement abordable, même si après... Pour être un très bon danseur de blues, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, contrairement à ce que beaucoup de Lindy Hoppers peuvent croire. Alors, moi, j'ai toujours trouvé le blues très difficile techniquement. Pourquoi ? Vu que le temps est plus étiré, c'est plus lent, il faut remplir ces blancs. Et on voit tous les défauts. Et on voit tous les défauts, on ne peut plus faire des sbroufs. J'ai toujours trouvé ça très... marcher en groove sur un 140 BPM qui pourrait tout à fait être Lindy Hopable, etc. Marcher en groove là-dessus, ou marcher sur un blues très écrasé à 60, 70, là d'un coup c'est plus la même marche, plus la même et tu chose. fais et comment tu... Enfin moi je sais que les fois où je me suis essayé là-dessus, j'ai senti mes limites et que j'étais pas à l'aise là-dessus, parce que d'un coup, dès que c'est très très lent, je me rends compte que j'ai un gap encore à passer pour être vraiment danseur, quoi, pour vraiment tout remplir tout ça. J'ai pas encore ça. Ça, dans nos cours, en fait, on réapprend aux gens à marcher. Ouais. C'est bizarre, mais c'est Béné, une fois où j'étais malade, elle s'est retrouvée à devoir faire un cours toute seule. Elle a passé 1 heure sur la marche. Ouais, et apparemment, ils ont adoré. Ouais, parce que c'était essentiel. Et effectivement, il y a ce retard du blues qui est hyper important, parce qu'en plus, non seulement c'est lent, mais en plus, il y a un micro-retard. Il faut étirer le temps. Et ça, moi, j'ai aussi envie de dire aux danseurs de swing... il y a des choses à apprendre dans le blues. Venez essayer d'apprendre le blues, parce qu'on a beaucoup de danseurs de swing qui brûlent les étapes et qui considèrent que parce qu'ils savent danser le Lindy, que c'est du Lindyland, que c'est du Lindyland, alors que pas du tout, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et que déjà, la pulse, tu la mets pas au même endroit. Ben non, c'est pas du tout. Ça change beaucoup. Et même ça s'appelle pas pareil. C'est ça, la différence entre le pulse et le bounce, c'est un des premiers trucs qu'on... Et du coup, voilà, moi c'est un peu le truc que j'ai envie de dire. C'est ça le pas de base en blues, quand tu sais, c'est ça, vers le... c'est ça. On le fait en U ou en W, on appelle ça. Ça, rien que ce truc-là, pour moi, c'est la même sensation quand la musique me plaît, que le partenaire est cool et tout ça, et que j'ai la même sensation que sur un pas de base de Balboa. Tu peux faire une chanson rien qu'avec ça. Ouais, c'est trop bien. En fait, moi, c'est ce que je dis... C'est ce que je dis à mes élèves débutants, parce que, alors, Laurent, avec les follows débutantes, c'est plus facile. Il peut les guider. Elles sont déjà plus... de toute façon, elles sont stressées de danser avec Laurent, mais c'est déjà un peu plus facile. Moi, les leaders, ils sont pétrifiés, parce qu'ils se disent, j'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire, et tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'est ce que je leur dis, mais en fait, si t'es raccord avec la musique, et que c'est cosy, mais moi, tu peux me faire toute une danse en pas de base, en fait. Je serais hyper contente quand même. Enfin, genre, il n'y a pas de... À partir du moment où c'est... où t'as ce pulse, ce pas de base, ce truc, et qu'il y a cette bulle entre les partenaires et la musique, tu peux très facilement faire toute une danse juste avec ça, alors que je me verrais assez mal faire une danse entière avec du step, step, triple step, 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 triple step. Mais donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on peut se lancer plus rapidement sur la piste. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, c'était super. Blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing.